Sonobook présente Le crépuscule des idoles ou Comment on philosophe au marteau de Friedrich Nietzsche. Traduction de Henri Albert et Patrick Méadeb, interprété par Victor Vestia. Nietzsche écrivit Le crépuscule des idoles en peu de jours avant le 3 septembre à Sils Maria. Le manuscrit expédié le 7 septembre à l'imprimeur portait le titre de Flânerie d'un psychologue, qui ne fut remplacé que pendant l'impression par le titre actuel. Le chapitre « Ce que les Allemands sont en train de perdre » fut intercalé en septembre. Les aphorismes 32 à 43 des Flâneries inactuelles furent ajoutés au commencement d'octobre, pendant que le volume était à l'impression. Il ne vit le jour qu'après la catastrophe de Turin en janvier 1889. Avant-propos. Conserver sa sérénité au milieu d'une cause sombre et justifiable, au-delà de toute mesure, ce n'est certes pas un petit tour d'adresse. Et pourtant, qu'y aurait-il de plus nécessaire que la sérénité ? Nulle chose ne réussit à moins que la pétulance n'y ait sa part. Un excédent de force ne fait que prouver la force. Une transmutation de toutes les valeurs, ce point d'interrogation si noir, si énorme, qu'il jette des ombres sur celui qui le pose, une telle destinée dans une tâche nous force à chaque instant de courir au soleil, de secouer un sérieux qui s'est mis à trop nous peser. Tout moyen y est bon, tout événement est le bienvenu. Avant tout, la guerre. La guerre fut toujours la grande prudence de tous les esprits qui se sont trop concentrés, de tous les esprits devenus trop profonds. Il y a de la force de guérir, même dans la blessure. Depuis longtemps, une sentence dont je cache l'origine à la curiosité savante a été ma devise. In crescunt animi, viresci volnere virtus. De la blessure grandissent les âmes et fleurit la vertu. Un autre moyen de guérison que je préfère encore le cas échéant consisterait à surprendre les idoles. Il y a plus d'idoles que de réalités dans le monde. C'est là mon mauvais œil pour ce monde. C'est là aussi ma mauvaise oreille. Poser ici des questions avec le marteau et entendre peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d'entrailles gonflées. Quel ravissement pour quelqu'un qui derrière les oreilles possède d'autres oreilles encore. Pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats, qui arrive à faire parler ce qui justement voudrait rester muet. Cet écrit, lui aussi, le titre le révèle, est avant tout un délassement, une tache de lumière, un bond à côté dans l'oisiveté d'un psychologue. Peut-être est-ce aussi une guerre nouvelle, et peut-être y surprend-on les secrets de nouvelles idoles. Ce petit écrit est une grande déclaration de guerre, et pour ce qui en est de surprendre les secrets des idoles, cette fois-ci ce ne sont pas des dieux à la mode, mais des idoles éternelles que l'on touche ici du marteau comme on ferait d'un diapason. Il n'y a, en dernière analyse, pas d'idole plus ancienne, plus convaincue, plus boursouflée. Il n'y en a pas non plus de plus creuse. Cela n'empêche pas que ce soit celle en qui l'on croit le plus. Aussi, même dans les cas les plus nobles, ne les appelle-t-on nullement des idoles. Turin, le 30 septembre 1888, le jour où fut achevé le premier livre de la transmutation de toutes les valeurs. Friedrich Nietzsche. Maximes et pointes. 1. La paresse est mère de toute psychologie. Comment ? La psychologie serait-elle un vice ? 2. Le plus courageux d'entre nous n'a que rarement le courage d'affirmer ce qu'il sait véritablement. 3. Pour vivre seul, il faut être une bête ou bien un dieu, dit Aristote. Il manque le troisième cas, il faut être l'un et l'autre, il faut être philosophe. 4. Toute vérité est simple. N'est-ce pas là doublement un mensonge ? 5. Une fois pour toutes, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas savoir. La sagesse pose des limites
même à la connaissance. 6. C'est par sa propre nature sauvage que l'on guérit le mieux de la perversion qu'est sa propre conscience. 7. Comment ? L'homme ne serait qu'une erreur de Dieu ? Cela pourrait-il être Dieu qui serait une erreur de l'homme ? 8. À l'école de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. 9. Aide-toi, tout le monde t'aidera. Principe de l'amour du prochain. 10. Ne soyez pas lâches devant vos actes, ne les regrettez pas après coup. Le remords est indécent. 11. Un âne peut-il être tragique ? Périr sous un fardeau que l'on ne peut ni porter ni rejeter. Le malheur du philosophe. 12. Quand on a le pourquoi de la vie, on s'accommode de presque tous les comment. L'homme n'aspire pas au bonheur, sauf les Anglais. 13. L'homme a créé la femme. Avec quoi donc ? Avec une côte de son Dieu, de son idéal. 14. Comment ? Tu cherches ? Tu voudrais te décupler, te centupler ? Tu cherches des compagnons ? Cherche des héros. 15. Les hommes du passé, moi par exemple, sont moins bien compris que ceux qui sont de leur temps, mais on les écoute plus. Pour être plus précis encore, on ne nous comprend jamais, et c'est de là que vient notre autorité. 16. Entre femmes. La vérité ? Oh, vous ne connaissez pas la vérité. N'est-elle pas un attentat contre notre pudeur ? 17. Voilà un artiste comme je les aime. Il est modeste dans ses besoins, il ne demande en somme que 2 choses, son pain et son art. Panem et circem. 18. Celui qui ne sait pas imposer sa volonté aux circonstances veut du moins leur donner un sens. Alors il s'imagine qu'elles arrivent à dessein. Principe de la foi. 19. Comment ? Vous avez choisi la vertu et l'élévation du cœur, et en même temps vous jalousez les biens des parvenus ? Pourtant un homme vertueux devrait se désintéresser des biens matériels. À écrire sur la porte d'un antisémite. 20. La femme parfaite commet de la littérature comme elle commet un petit péché, pour essayer, en passant et en tournant la tête, pour voir si quelqu'un s'en aperçoit, dans le but que quelqu'un s'en aperçoive. 21. Il ne faut se mettre que dans les situations où la posture ne suffit plus, et où tel le funambule sur la corde, on bascule, on se redresse, et on s'en sort. 22. Les méchants n'ont pas de chant. D'où vient que les Russes aient des chants ? 23. L'esprit allemand est, depuis 18 ans, une contradictio in adjecto. 24. À rechercher les sources, on devient écrevisse. L'historien ne voit que derrière lui et finit par supposer à l'envers. 25. La satisfaction protège même des maladies. Une femme se sachant élégante, s'est-elle jamais enrhumée ? Je pose le cas où elle aurait été à peine vêtue. 26. Je me méfie de tous les gens à doctrine, et je les évite. Le dessein d'une doctrine est le manque de loyauté. 27. On dit que les femmes sont profondes. Pourquoi ? Parce que chez elles, on n'arrive jamais au fond. Les femmes ne sont même pas plates. 28. Quand une femme a des vertus masculines, c'est insupportable. Et quand elle n'en a aucune, c'est elle qui ne supporte rien et se sauve. 29.
Autrefois, la conscience avait de quoi mordre. Elle avait de bonnes dents. Et maintenant, qu'est-ce qui lui manque? Question d'un dentiste. 30. On commet rarement une folie unique. Avec la première, on en fait toujours trop, et c'est ainsi qu'on en fait généralement une seconde, et ensuite on en fait encore trop peu. 31. Le ver se recroqueville quand on lui marche dessus. Quelle sagesse! Il diminue ainsi les chances d'être à nouveau piétiné. En morale, on appelle cela l'humilité. 32. Il y a une haine du mensonge et de l'hypocrisie incitée par un sens de l'honneur pointilleux. Il y a une autre identique incitée par la lâcheté, car le mensonge est interdit par la loi divine. Être trop lâche pour mentir. 33. Le bonheur est fait de petits riens, comme le timbre d'une cornemuse. Sans la musique, la vie serait fatale. Les Allemands s'imaginent même que Dieu chante. 34. On ne peut penser et écrire qu'assis. Gustave Flaubert. Là je te tiens nihiliste. Rester assis est un péché contre le Saint-Esprit. Seules les pensées qui viennent en marchant ont de la valeur. 35. Parfois, nous, psychologues, sommes comme les chevaux, inquiets à la vue de notre propre ombre devant nous. Pour être capable de voir, un psychologue doit cesser de se regarder. 36. Faisons-nous tort à la vertu, nous les mal-pensants, tout aussi peu que les anarchistes au prince? C'est depuis qu'on leur tire dessus qu'ils sont solidement assis sur leur trône. Morale, il faut tirer sur la morale. 37. Tu cours devant, comme un berger, un original, ou bien un déserteur? Premier cas de conscience. 38. Es-tu sincère, ou n'es-tu qu'un comédien? Es-tu un messager, ou bien es-tu toi-même le message? En fin de compte, tu n'es peut-être que la représentation d'un comédien. Deuxième cas de conscience. 39. Le déçu parle. J'ai cherché des grands hommes, et je n'ai jamais trouvé que les singeries de leur idéal. 40. Es-tu un homme qui regarde ou un homme qui agit? Ou bien tu ne veux rien voir et passes ton chemin? Troisième cas de conscience. 41. Veux-tu accompagner ou guider? Ou bien encore aller seul? Il faut savoir ce que l'on veut et si on veut. Quatrième cas de conscience. 42. Il n'était pour moi que des échelons. Je me suis servi d'eux pour monter. C'est pourquoi j'ai dû leur passer dessus. Mais ils croyaient que j'allais m'appuyer sur eux. 43. Qu'importe que ce soit moi qui ai raison, si j'ai trop raison. Et qui rira le plus aujourd'hui, rira aussi le dernier. 44. La formule de mon bonheur, un oui, un non, une ligne droite, un but. Le problème de Socrate. 1. De tout temps, les sages ont porté le même jugement sur la vie. Elle ne vaut rien. Toujours et partout, on a entendu sortir de leur bouche la même parole. Une parole pleine de doute, pleine de mélancolie, pleine de fatigue de la vie, pleine de résistance contre la vie. Socrate lui-même a dit en mourant « Vivre, c'est être longtemps malade. Je dois un coq à Esculape libérateur. » Socrate en avait assez. Qu'est-ce que cela démontre? Qu'est-ce que cela montre? Autrefois, on aurait dit « Oh, on l'a dit assez haut, et nos pessimistes en tête. » Il faut bien qu'il y ait là-dedans quelque chose de vrai. Le consensus sapientium, l'unanimité des sages, démontre la vérité. Parlons-nous ainsi encore aujourd'hui? Le pouvons-nous?
Il doit en tout cas y avoir là quelque chose de malsain. Voilà notre réponse. Ces sages parmi les sages de tous les temps, il faudrait d'abord les regarder de près. Peut-être n'étaient-ils plus très fermes sur leurs jambes, peut-être étaient-ils en atermoiement, chancelant, décadents peut-être. La sagesse paraissait peut-être sur la terre comme un corbeau excité par une petite odeur de charogne. 2. Cette irrévérence de considérer les grands sages comme des types de décadence naquit en moi précisément dans un cas où le préjugé, lettré et illettré, s'y oppose avec le plus de force. J'ai reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence, des instruments de la décomposition grecque, des pseudo-grecs, des anti-grecs, l'origine de la tragédie, 1872. Ce consensus sapientium, cette unanimité des sages, je l'ai toujours compris, ne prouve pas le moins du monde qu'ils eussent raison là où ils s'accordaient. Il prouve plutôt que même ces sages parmi les sages avaient entre eux quelque accord physiologique pour prendre à l'égard de la vie cette même attitude négative, pour être tenus de la prendre. Des jugements, des appréciations de la vie, favorables ou pas, ne peuvent en dernière instance jamais être vrais. Ils n'ont d'autre valeur que celle d'être des symptômes. En soi, de tels jugements sont des stupidités. Il faut donc tendre les doigts pour tâcher de saisir cette finesse extraordinaire que la valeur de la vie ne peut pas être appréciée ni par un vivant, parce qu'il est parti, même en jeu et non juge, ni par un mort, pour une raison évidente. Qu'un philosophe voit un problème dans la valeur de la vie demeure même une objection contre lui, un point d'interrogation envers sa sagesse, un manque de sagesse. Comment ? Tous ces grands sages, non seulement auraient été décadents, mais en plus, ils n'auraient même pas été des sages. Mais j'en reviens au problème de Socrate. 3. Socrate appartenait par son origine au plus bas peuple. Socrate venait de la populace. On sait, on voit même encore combien il était laid. Mais la laideur, objection en soi, est presque un défaut chez les Grecs. En fin de compte, Socrate était-il un Grec ? La laideur est assez souvent l'expression d'un métissage malheureux. Elle peut être aussi le signe d'une dégénérescence. Les anthropologistes criminologues prétendent que les criminels sont souvent laids. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Visage monstrueux, âme monstrueuse. Mais le criminel est un décadent. Socrate était-il un criminel ? Du moins, cela ne serait pas contredit par ce fameux jugement physionomique qui choquait tous les amis de Socrate. En passant par Athènes, un étranger qui se connaissait en physionomie dit en pleine figure à Socrate qu'il était un monstre, qu'il cachait en lui tous les mauvais vices et désirs. Et Socrate répondit simplement « Vous me connaissez, monsieur ». Les dérèglements qu'il avoue et l'anarchie de ses instincts ne sont pas les seuls indices de la décadence chez Socrate. S'y ajoute la superfétation de la logique et cette méchanceté de rachitique qui le caractérise. N'oublions pas non plus ces hallucinations auditives qui, sous le nom de démons de Socrate, ont reçu une interprétation religieuse. Tout chez lui est excessif, bouffon, caricatural. Tout chez lui est aussi dissimulation, arrière-pensée, manœuvre. Je tâche de comprendre de quelle personnalité a pu naître cette équation socratique. Raison égale vertu égale bonheur. Cette équation, la plus bizarre possible, va à l'encontre de tous les instincts des anciens Grecs. 5. Avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique. Que se passe-t-il exactement ? Avant tout, c'est la défaite du goût aristocratique. Avec la dialectique, le peuple l'emporte. Avant Socrate,
on écartait dans la bonne société les manières dialectiques. On les tenait pour de mauvaises manières. Elles étaient compromettantes. On en détournait la jeunesse. On se méfiait de cette façon de présenter ses thèses. Les causes honnêtes, comme les honnêtes gens, ne servent pas ainsi leurs principes avec les mains. Il est d'ailleurs indécent de se servir de ses 5 doigts. Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.